Voilà, donc c'est la première fois que je comprends à peu près ce que je fais, donc je suis assez content de sa présentation, voilà, qui me va droit au cœur, merci. C'est vrai qu'une psychiatrie hors les murs, moi je me suis situé dans la continuation du travail qu'a fait Franco Basaglia en Italie et Lucien Benafé en France. Voilà. Donc la psychiatrie de secteur, plus véritablement soigner quasiment sans hôpital, quoi. Je ne veux pas dire que l'hôpital n'est pas nécessaire, je pense qu'il est nécessaire, mais quand il faut, très réduit. Voilà. Alors, je reste encore directeur adjoint du CCOMS, et puis je vais essayer de remettre un peu, donc je vais prendre une demi-heure, comme tu m'as dit, donc je vais défiler les diapos assez rapidement, mais bon, je vais essayer de mettre ça en perspective par rapport aux politiques de l'OMS, que l'OMS tient maintenant depuis environ une vingtaine d'années. Voilà, donc d'abord, je fais partie d'un centre collaborateur OMS. Il y en a 12 en Europe, 51 pays. Il y en a 46 dans le monde. Et les valeurs du CCOMS, ben, vous voyez, ça a été refait il y a 2 ans quand la nouvelle directrice est arrivée, qui me succède, Déborah Seban. C'est l'implication de tous les citoyens afin de faire de la santé mentale l'affaire de tous. Ça, c'est vraiment la valeur du CCOMS. C'est-à-dire que je vais vous parler des conseils locaux de santé mentale qui sont, à mon avis, sont très importants dans tous les dispositifs qu'on met en place, d'une certaine manière. Voilà, alors après l'affirmation des droits et de la pleine citoyenneté, les droits des patients sont bafoués dans le monde entier. Et chez nous aussi. Voilà, mais généralement, on ne le sait pas. Donc on n'est pas au courant, on n'est pas formé pour. Voilà, donc l'OMS dit qu'il faut tout de même essayer de faire attention à tout ça, quoi. La lutte contre la stigmatisation et la discrimination, ben, ça continue hein, partout. À Armentières, chez nous, pourtant, il n'y a quasiment plus un malade, mais ça continue à être le lieu des fous. Et bon, voilà, cette projection continue sans problème. Et puis, on a tout de même une quantité, enfin l'OMS a fait un énorme travail en 2021, recensant toutes les expériences qui existent dans le monde. On a tout de même une quantité de bases maintenant scientifiques et économiques qui prônent très clairement la valeur des soins intégrés dans la cité et de l'inclusion sociale. Il ne faut pas oublier que les premiers travaux qui avaient été faits sur les personnes qui avaient des troubles psychiques montraient que quand le réseau social était pas bon, eh bien, il y avait de toute façon plus d'hospitalisation. De toute façon. Alors ensuite, c'est la participation effective des personnes usagères des services au service. Voilà, donc bon, chez nous, on a... Mais c'est un peu sous l'impulsion d'Emma Bittlestone, quand elle était au G21 chez nous à Lille. Ça, vraiment, les usagers sont impliqués dans le fonctionnement du service. Ça a même changé les choses. Et ça, c'est la valorisation des savoirs expérientiels. Voilà, donc on a un programme d'activité qui est revu tous les 4 ans. Tous les 4 ans, l'OMS peut fermer les centres. L'OMS en ouvre. Alors notre centre existe depuis plus de 40 ans, puisque avant il était à l'INSERM à Paris. Moi j'ai l'étiquette INSERM toujours. Hein. Je suis parti d'un centre INSERM à Paris, mais le centre est à Lille. On est appuyé par un groupement, un GCS, groupement de coopération sanitaire de 29 hôpitaux. Voilà, qui font partie, qui regroupent 192 secteurs de psychiatrie, 34 000 professionnels dans 12 régions. Et c'est les hôpitaux qui soutiennent l'action du centre collaborateur et avec lesquels on met une série de recherches nationales en place et on les fait intervenir dans des recherches internationales. Bon, je vais assez vite. Alors, qu'est-ce qui a bougé en psychiatrie? Bon, le fait qu'on soit ici tous pour récréas, c'est que ça bouge, la psychiatrie, et que ça continue à bouger. Bon, d'abord, la conception des soins a changé. La psychiatrie s'est orientée vers la santé mentale, parce que si les psychiatres ne s'intéressent pas à la santé mentale, c'est comme si les médecins ne s'intéressaient pas à la santé. C'est exactement la même chose. Donc la psychiatrie, elle doit s'y intéresser. Mais la santé mentale, c'est pas les psychiatres, c'est pas que nos équipes, c'est tout le monde. C'est une quantité, une myriade. Bon, on le voit à travers les projets territoriaux de santé mentale. On voit tous les gens qui doivent être impliqués. L'OMS a changé, vraiment. C'est-à-dire, il était parti. L'OMS, au début, faisait les classifications.
et s'occuper de dire voilà combien il faut de lits d'hôpitaux par 1000 habitants dans le monde. Ça doit être des trucs épouvantables. Voilà. Complètement changé. Ils se sont rendus compte, mais là aussi à travers une quantité d'études internationales, de la primauté des soins de santé primaire et des soins appliqués dans la cité. Beaucoup plus rentable à tout point de vue pour les patients en qualité et économiquement parlant. Bon. Les classifications de la clinique changent, on le voit tout le temps. On a parlé de clinique, je pense que vous allez en parler beaucoup plus tout à l'heure. Moi, j'ai connu un système de psychiatrie qui attendait la demande. Bon, ça donnait des choses un peu bizarres. Des gens parfois passaient toute la journée à attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur dire bonjour. Enfin bon. Donc aller vers la demande, évidemment, c'est souvent les publics les plus en difficulté qui ont du mal à demander. Et puis les patients sont devenus des usagers, utilisateurs de services, ça change. Je ne sais pas s'il y a des usagers ici dans l'assistance. Généralement, on n'intervient jamais sans quelqu'un avec nous. Bon, ben, je vais faire semblant qu'il y a quelqu'un. Bon. Voilà, on passe aussi de conception de soins individuels à soins populationnels. Et puis avec ça a des répercussions sur l'organisation des services et la mobilité, une carte blanche qui donnait la mobilité, ce que vous allez faire et qui est dans tous ces états. Alors après, il y a l'OMS, dès le départ, dès 2001, quand ils sont vraiment intéressés à la santé mentale, parce que la santé mentale, c'était le parent pauvre, hein, à l'OMS comme ailleurs. Eh bien, ils ont mis les 10 principes, donc 3, soigner dans la communauté. Et 2, rendre les traitements disponibles. Alors ici, ce n'est pas les traitements médicamenteux, ce serait plus la psychothérapie qu'il faudrait... Et vous voyez, développer les ressources humaines, travailler d'autres secteurs. Et puis l'OMS, l'Europe, donc les 52 pays, ont mis en place la conférence d'Helsinki en 2005. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'y étais à cette conférence, il y avait tous les pays, ça a été surtout mené par les Anglais, qui avaient de l'avance, énormément d'avance sur nous, et qui ont mis en place cette problématique. D'abord des services de proximité pour traiter de la collectivité. Moi je dis toujours les CMP ne devraient plus exister, on devrait être dans les systèmes de santé primaire avec les médecins généralistes, mais dedans. Voilà. Des équipes spécialisées, donc on est exactement ce que vous êtes en train de créer ici, quoi. Accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils ont mis en place, alors les Anglais ont tout évalué, hein. Donc ils ont mis en place ce type d'équipe, ils ont montré l'efficacité. Et nous, quand on est revenu d'Angleterre, on a mis en place l'équipe, on a vu l'efficacité, en un an, c'était réglé, quoi. Le nombre de lits avait complètement diminué, parce que quand on a en psychiatrie, on doit faire du sur-mesure. On doit s'adapter aux patients et pas demander aux patients de s'adapter à nous. C'est vraiment, et véritablement, plus on a de dispositifs différents, mais mieux c'est. Parce que là, on trouvera toujours un dispositif où la personne se sentira bien, voilà, et elle ne se sentira pas exclue. Si on dit tout et ça ne va pas, vous allez à l'hôpital, c'est n'importe quoi. Donc vous avez la crise, les gens qui ne veulent pas y aller, les HDT, tout ça. Bon. Si vous proposez d'autres alternatives, ça change un peu la donne. Troisièmement, offrir des services résidentiels. Vous avez une quantité de gens qui ont des maladies au long cours, c'est généralement ceux qu'on voit. C'est la pointe de l'iceberg, hein. C'est vraiment pas grand monde, mais quand même c'est ceux qu'on a, et que s'ils n'ont pas de logement, c'est des SDF à l'hôpital. Voilà. Ils n'ont pas de logement parce que la famille n'en veut plus, etc. Donc si vous n'avez pas de service résidentiel, ça ne va pas. En Italie, il reste 12 000 lits, c'est très peu, très peu, y compris le privé. 12 000 lits d'hospitalisation, 57 000 places de résidentiel. 57 000 places dans la ville, des gens qui vivent dans la ville. Donc on a les chiffres maintenant, c'est le contraire de la France. Donc la France, au lieu de faire du travail résidentiel et donner des logements aux gens, que ce soit pas SDF, non, on les a mis à l'hôpital, on les a gardés, on dit ils sont malades, on ne peut pas les sortir. Ils sortent, ils vont mal, ils reviennent, bon, voilà. Alors, des équipes d'urgence mobile, on va en parler beaucoup. Assurer la prévention, la promotion, l'information. Voilà, les relations établies avec les soins de santé primaire. Alors, c'est évident que la base du système de soins, c'est le système de santé primaire. C'est évident. Les gens, quand ils vont mal, ils vont voir leur médecin généraliste. C'est les infirmiers qui passent, c'est le système de base. Si on ne travaille pas avec le système de base, on a un système parallèle. Voilà, qui part avec le système de base. Et d'où ça peut expliquer une grande partie du fait qu'il y a 18 ans de moins d'espérance de vie pour les gens qui sont en psychiatrie, parce qu'il n'y a pas d'accès
correcte aux soins somatiques. Et puis les liaisons intersectorielles, ben ça, santé, protection sociale, voilà ce que dit l'OMS. Là, de ce côté-là, les conseils locaux de santé mentale, ça marche bien chez nous. Voilà, donc ensuite, vous avez le calendrier de l'OMS 2013-2020. Pour la première fois, arrive le mot rétablissement recovery. Première fois, c'est-à-dire la politique mondiale de l'OMS dit, grosso modo, tous les services de psychiatrie, tous les services de santé mentale dans le monde doivent être orientés rétablissement. Bon, en France, ça a mis 20 ans, tant que ça monte. Bon, il faut le temps, mais ça arrive, ça vient bon. Et puis, rendre les soins accessibles, c'est vraiment dans une quantité de pays, vous n'avez aucun psychiatre. Attendez, on dit qu'il y a une crise de la psychiatrie. Il n'y a jamais eu autant de psychiatres en France, ils sont tous dans le privé. Donc bon, c'est encore un problème, ça. Mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, il y a de quoi pleurer, quoi. Bon, mais ceci dit, voilà. Et alors là arrive le réchauffement climatique et puis la nécessité de faire en sorte que la planète ne nous rejette pas, d'une certaine manière. Donc, il y a la promotion de la santé qui va se mettre en place avec les objectifs de développement durable. Et l'ONU va mettre en place les 18 objectifs que je vais vous montrer, avec 3 piliers de promotion de la santé. Alors, le premier, c'est une bonne gouvernance. Extraordinaire. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un système de santé correct, il faut une bonne gouvernance. C'est-à-dire, il faut des gens qui aient le courage de gouverner. Bon, c'est quand même notre problème, c'est dans le monde entier. Et la deuxième chose pour avoir une bonne santé, il faut des villes saines. Des villes saines. Alors Lyon, bon, on sait bien tous les débats ici, hein, mais c'est hyper important parce que si les villes ne sont pas vertes, ben on va tous mourir. Hein. Donc c'est même pas la peine de parler de santé mentale parce que ça aura des répercussions sur la santé mentale, c'est évident. Et là, l'OMS est très au clair là-dessus. Hein. Et puis enfin, en 3, des connaissances sur la santé. Moi, en tant que médecin, j'aurais mis 101. Ben non. Si vous n'avez pas une bonne gouvernance, vous pouvez avoir toutes les connaissances que vous voulez. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est tout de même intéressant de voir ça. Alors, ils sont bien rendus compte que 2013-2020, ça ne tient pas le coup. Ils rajoutent jusqu'en 2030. Je pense qu'ils pourront rajouter jusqu'en 2050 bientôt. Voilà. Et puis, c'est pour nous, c'est toujours le développement, et ça rejoint ce que vous êtes en train de faire, de services de santé mentale et de soins sociaux complets, intégrés dans les environnements communautaires. Voilà, et le dernier rapport de 2023 de l'OMS, qui a été traduit en français. Ils ne traduisent pas tout en français, c'est sur le pouvoir des individus. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le thème de la soirée. Et lutter contre la stigmatisation, c'est aussi faciliter l'accès, ça c'est assez évident. Donc l'objectif global de la psychiatrie citoyenne, c'était surtout que nous, équipe de psychiatrie, on devienne fréquentable pour la population. C'est-à-dire qu'on sort de notre hôpital et qu'on commence à parler aux gens, pas uniquement aux malades, voilà, qu'on arrive à nous rendre. C'est un peu ce que disait Bonafé, que la psychiatrie soit populaire, à l'époque. Voilà. Et puis, quand vous avez, je passe à la France, la circulaire de secteur, c'est une merveille. Elle n'a pas été appliquée, mais c'est une merveille. Vous la relisez, il y a tout. Il y a tout, mais on confiait tout à la psychiatrie. Alors c'était le gros problème, c'est-à-dire que la psychiatrie était incapable, surtout qu'on a dit à la psychiatrie de se mettre à l'hôpital. Alors elle était incapable de mettre en place tout ce qui était prévu. C'était impossible. Bon. Donc il faut être plusieurs, il faut être nombreux, et pas que la psychiatrie. Voilà, et puis surtout impliquer les familles et les proches. Donc ça, c'est le fameux modèle du XXe siècle. Hein. Moi, j'ai connu un gros hôpital, des petits trucs à côté. Donc ça donnait ça, ce que vous connaissez. On a encore parlé tout à l'heure avec notre président de CME. Voilà. Donc le malade vient à l'hôpital, il est dehors, vous êtes guéri, et il est évidemment dans le désert. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à l'oasis, automatiquement. Hein. Voilà, qu'il soit malade ou pas, il retourne à l'oasis. Et ça, c'est tout de même le modèle du XXIe siècle qui a été mis en place par l'OMS, où vous avez une quantité de dispositifs, qu'ils soient gérés par des structures, des établissements de santé mentale, des hôpitaux, des systèmes sociaux. Ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'ils existent et qu'ils soient coordonnés. Donc le self-help, c'est le départ. C'est-à-dire, vous faites tous attention à votre santé. C'est ça le self-help. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour aller bien? Voilà. Donc pour les dents, on a compris. Pour le sport, on a compris. Pour la santé mentale, qu'est-ce qu'on fait?
La santé primaire, évidemment, puisque tous les gens vont d'abord voir le médecin généraliste. Ils ne viennent pas voir le psychiatre. Donc si on ne les forme pas, ça ne sert à rien. Vous avez les équipes mobiles, ensuite les équipes d'insertion, l'offre résidentielle, et puis l'hospitalisation à domicile, et quelques familles d'accueil, et des lits sécurisés. Moi, je dis que c'est les Anglais qui l'ont mis. Pour moi, c'est les UHSA. C'est UHSA, hein. C'est pas... Voilà. Donc la philosophie a changé pour nous, en psychiatrie en tous les cas. Il faut diminuer le nombre de troubles graves nécessitant une hospitalisation, donc faciliter l'accès aux soins. Là aussi, plus vous êtes en amont sur la crise et sur le problème, en principe, moins on devrait être hospitalisé. En principe. Bon, ça, pas toujours, mais en principe. Un soin précoce et continu de proximité. Les grandes machines qui viennent sur toute la ville, etc., ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Et c'est la proximité qui compte. C'est véritablement quand vous connaissez les personnes, quand c'est une équipe, le fameux transfert dont plus personne n'ose parler entre l'équipe et les... Ben voilà, mais n'empêche que quand vous connaissez la personne, ça va vite. Quand vous ne la connaissez pas, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, la coordination avec les autres acteurs de soins, il est évident que si vous ne travaillez pas avec tout ce qui existe dans la ville, ben vous allez faire de la psychiatrie pour la psychiatrie. C'est pas ça qu'on demande. On demande à ce qu'on s'occupe de gens, qu'ils aillent mieux, qu'ils continuent leur intégration, qu'ils ne soient pas exclus. Et puis accompagner l'insertion du handicap. Donc le rétablissement, le pouvoir d'agir et la citoyenneté sont des notions extrêmement intriquées. Alors, bon, tu as déjà expliqué un peu ce qu'on a fait. On a surtout, on a mené aussi au centre collaborateur une enquête qui s'appelle Santé mentale en population générale, images et réalité, qu'on a fait sur 92 sites, 20 à l'étranger, 72 en France. Ça donne toujours la même chose. Vous avez des représentations sociales de la folie, de la maladie mentale et de la dépression qui ne sont pas encore extraordinaires, voilà, pour aller très vite. Et ça peut être un accès, un frein considérable à l'accès aux soins, voilà, pour de multiples raisons. Voilà. En sachant que, grosso modo, quand vous êtes dans ces représentations sociales, les gens encore à Lyon, ils vous disent les fous sont à l'hôpital, sont à Saint-Jean-de-Dieu, hein, ça c'est clair et net. C'est bon. Mais en même temps, on commence à pouvoir se considérer comme dépressif. Dépressif entre guillemets, on met n'importe quelle pathologie derrière. Hein, c'est soi-même qui se considère dans la population. Être fou, malade mental, c'est peut-être que l'autre. Par contre, la population ils nous ont dit partout en France qu'une famille peut à nouveau accueillir un proche décrit comme fou, malade mental ou dépressif s'il est soigné et suivi. Voilà, nous, on a monté les équipes mobiles à partir de ces résultats d'enquête. En disant si la population accepte, bon, malgré l'hôpital et tout le truc, eh bien allons-y. Faisons savoir qu'on suit des personnes dépressives, entre guillemets. Bon, ça n'envoie pas un diagnostic, hein, le mot dépressif. Voilà, dépressive en ville, avec des gens, avec des familles. Et bon, cette enquête donne un peu toujours la même chose. Donc, on a grosso modo un tiers des gens qui ont des troubles. Parmi ce tiers, il y a la moitié, donc on est à 1/6 de la population qui est gênée dans la vie de tous les jours. Quand vous avez une phobie, eh bien, vous êtes gêné. Quand vous avez... C'est des troubles, c'est pas... La schizophrénie, c'est 0,7%, c'est peanuts, ça n'existe quasiment pas. Nous, on le voit, mais non, c'est pas... Encore, parfois, c'est remis en cause. Hein. Et puis, sur les 23 000 personnes, il y a 15 000 personnes qui ont cherché aide et soutien près de la famille et 15 000 près du médecin généraliste. Même s'ils ne sont pas gênés, il y a un truc qui ne va pas, ils vont d'abord voir la famille et le médecin généraliste. Ils ne vont pas voir la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas beaucoup. Et sur les 23 000 qui ont un trouble, en gros, il y en a 214 qui sont hospitalisés. Donc si on parle des troubles psychiques, il y en a énormément en ville que vous verrez jamais en tant qu'équipe de psychiatrie. Jamais. Voilà. C'est soigné ailleurs. C'est traité ailleurs. C'est tout le système qui traite d'une autre manière. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que quel que soit le recours, on leur a dit, mais pour aller, voilà, vous avez eu recours à un proche, vous avez pris un traitement, une médecine alternative, l'hospitalisation. On a fait cette enquête partout, donc dans de nombreux pays, c'est l'aide religieuse ou magico-religieuse, parce qu'il n'y a pas de psychiatrie ni de médecine. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui marche? Dans 60% des cas, tout marche. Alors peut-être pour un certain nombre, rien ne marche, mais n'empêche qu'on ne peut pas se passer de recours, même si ce n'est pas des recours spécialisés, qui marchent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, à partir de cette enquête, on
On a rencontré les médecins généralistes, on leur a donné les résultats en disant mais c'est vous qu'on va voir. Voilà. On a vraiment travaillé avec eux et on a dit bon ben maintenant tous les gens qu'on voit, on fait comme pour toute la médecine, c'est-à-dire vous nous envoyez une lettre et nous on vous envoie une lettre et c'est vous qui prescrivez. Un système médical. La psychiatrie est en dehors de ça. On voit tout le monde, on fait des prescriptions. Allez, hop, ça n'existe pas. C'est extraordinaire. On est extraordinaire, nous. Hein. On croit être dans un monde à part. On ne le ferait pas pour nous, mais enfin bref. Alors, intégrer dans la communauté tous les services de psychiatrie, organiser les services avec la population et usagers des familles, et voilà, et organiser... On a créé un conseil local de santé mentale pour essayer de savoir tout ce qui marchait dans la ville et ce qui ne marchait pas. Bon, là, vous avez la pyramide de l'OMS qui monte en bas, où il y a le plus de besoins, ben, c'est le self-help qui répond et les soins informels. Ensuite, vous avez les services de santé primaire, puis ensuite, vous avez les services de psychiatrie, d'hospitalisation, et en haut, la pointe, c'est les dispositifs long séjour. Donc, en France, le problème, c'est que pour la psychiatrie, c'était à l'envers. C'est-à-dire, en bas, vous avez les normes, les moyens, tout pour les dispositifs long séjour, et puis on est arrivé en haut, quasiment rien pour la prévention, la promotion. Bon. Donc il faut inverser, parce que ça, c'est logique et cohérent. Vous avez des systèmes qui marchent, qui ne coûtent rien. Vous n'avez pas commencé à mettre en place des dispositifs qui sont immenses pour rien, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a mis les principes de la psychiatrie citoyenne? Ben, c'est ne pas avoir des partenaires, mais être partenaire. Les conseils locaux de santé mentale, c'est plus la psychiatrie qui dirige. Ben, c'est le maire et on est tous au même niveau. Ça, c'est important parce que si vous travaillez avec la communauté, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Voilà, si vous commencez à dire, bon, c'est moi qui ai la carnet d'adresse, c'est moi qui convoque, etc., vous allez voir, il n'y aura personne. Voilà, donc on est dans un dispositif, il intéresse à ce que les usagers soient là. L'hospitalisation alternative aux soins de la communauté. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez plus de 60% du personnel en ville et 40% à l'hôpital, vous avez un système communautaire. À Lille, on doit être à 72, on a été à 78% en ville, 20% à l'hôpital. Là, on a un vrai système sectoriel communautaire. C'est pas... Combien vous êtes ici, Saint-Jean-de-Dieu? Bon, 60-40, mais 60 à l'hôpital, peut-être 70. Bon. Mais bon, 70% à l'hôpital. Donc il y a du progrès, il y a de la marge, vous pouvez y aller. L'insertion à la porte du patient, ça c'est la CNSA qui nous a expliqué ça. En disant, mais quelqu'un, imaginez quelqu'un en fauteuil roulant qui ne peut pas bouger et vous lui dites, OK, vous venez à notre rendez-vous, aux activités, etc. Mais alors, pour les gens en psychiatrie, on fait comme s'ils n'avaient pas de handicap. Pour certains, pas pour tous, tout le monde n'est pas handicapé parce qu'on a un trouble psychique, ça c'est bien là-dedans, mais certains le sont. Et eux, on fait semblant que ça n'existe pas. Donc on fait comme si tout va bien, quoi. Ben non, il faut aller chez eux, il faut aller les chercher, il faut aller les accompagner. C'est tout de même notre... Et puis l'autonomisation des usagers, rien à propos de nous sans nous, c'est les GEM, les médiateurs santé-pairs. Moi j'espère que vous en avez des dizaines ici, avec le système ESPER, que ça s'est développé considérablement dans tout Lyon. Voilà. Et puis c'est l'application pratique psychiatrique de tout ça. Voilà, donc tu l'as dit, on a été très vite. Moi j'avais 300 lits, j'ai géré le pavillon de force régionale, j'ai eu le pavillon des tuberculeux, donc enfermer des gens, je sais bien faire. Voilà. On a essayé de mettre en place un dispositif, il n'y a plus que 10 lits, un service ouvert, sans contention ni isolement. On essaie de tenir, ils essaient de tenir, les équipes actuellement. Ça marche pas trop mal. Voilà, mais parce qu'il y a énormément d'équipes mobiles, parce que quand la personne arrive, on a trouvé des dispositifs d'accueil architecturaux pour que, vous savez, pour qu'ils puissent fumer ne serait-ce que la nuit, vous savez, ne serait-ce que ça. Parce que moi je suis contre le tabac, mais enfin, si vous gérez pas ça, vous êtes mal parti. Hein, Et puis vous avez encore un tas de trucs, c'est que si vous avez une équipe mobile, quelqu'un hospitalisé qui ne veut pas rester, mais il dit, mais écoutez, attendez 2-3 jours, ça se calme, et puis on peut vous suivre chez vous. Et ça change tout. Ça change tout. Vous pouvez avoir tout ce coup-là une compliance, comme on dit, beaucoup plus simple. Donc j'ai dit médecin généraliste. On a formé les infirmiers, parce qu'il n'y a plus de psychiatres maintenant. D'une part, il n'y en a plus. Mais les infirmiers, ils se débrouillent très bien. Ils ont été formés au mini, là, quand on utilise pour... Ils sont en première ligne. Les médecins généralistes les envoient, c'est eux qui les voient. Et après, ils réfèrent aux psychiatres si c'est nécessaire. Ils ont une série de grilles, ça se passe très très bien. On voit tout le monde en moins de 48 heures. Et file d'attente, 3 mois et compagnie. Non, 48 heures. Voilà, c'est tout le monde.
Pas les cas graves, tout le monde. Voilà. Sinon, ce n'est pas un service public. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut des transferts de tâches. Des lieux de soins psychiatriques intégrés, ça j'en ai déjà parlé. Allez, on travaille avec les médecins généralistes. Bon, moi, j'ai terminé ma carrière en faisant des consultations uniquement dans un cabinet de groupe de médecins généralistes, comme psychiatre public. Voilà, mais ça change aussi la donne. Les équipes mobiles, ben, ça va être développé tout à l'heure. Vous avez les deux types, les soins intensifs, le service de soins intensifs de la Cité, qui prend toutes les histoires de crise, des soins aigus, quoi. Voilà, les soins aigus, ils vont aussi au CHU quand quelqu'un arrive aux urgences, ils peuvent se déplacer. Voilà. Et puis, vous avez des soins au long cours, ce qu'on appelle l'assertive community treatment, des Anglais, où là, on va suivre pendant 20 ans quelqu'un en ville, dans son appartement, mais avec tout le monde, avec son médecin traitant, parce qu'au départ, quand on avait mis en place cette équipe-là, on faisait tout pour les patients. Ça ne marchait pas. Voilà, donc on a aussi essayé d'ouvrir à toute la Cité. Et puis, là, les équipes mobiles, voilà, vous avez tout ça. Je vais essayer d'accélérer un peu. Les équipes mobiles, elles font le lien entre tout ça. Vous vous en souvenez, la pyramide que je vous ai montrée? Voilà, ça fait lien entre les médecins généralistes, l'équipe de psychiatrie de secteur, l'hospitalisation et les longs termes. Les longs termes, maintenant, ils sont en appartement en ville. Ils restent là pendant des années. Voilà. Mais l'équipe mobile, elle peut faire tout ça. Donc ça, c'est tout de même assez intéressant. Et la clinique Jérôme Bosch, je vous l'ai dit, il faut tout de même que ce soit... il ne reste plus que 10 lits, mais il faut tout de même un espace particulier, tout de même, et que les gens puissent, en rez-de-chaussée, sortir comme ils veulent et entrer comme ils veulent. Voilà, on accompagne énormément, ça c'est le troisième type d'équipe mobile, c'est ce qu'on appelle sagacité, où on accompagne les gens pour s'intégrer dans les structures qui existent en ville. Voilà, on essaye que le CATTP, comme on dit, ne soit pas à nouveau un regroupement de malades, mais on essaye de mélanger tout le monde, parce que ce sont des citoyens. Il existe, il y a une filière travail aussi, il y a pas mal de travail avec les artistes. Notre centre OMS est basé dans le secteur 50 de la GLTA, dans une galerie d'art contemporain qui est très connue dans toute la région. Voilà. Et puis aussi, les territorialisations, vous aurez à traiter ça, la question de l'astreinte. Quand on a donné le téléphone d'astreinte, au départ j'ai donné le mien, après c'était l'astreinte, au médecin généraliste, je lui ai dit si vous avez un problème, vous m'appelez. Ça a sécurisé tout le système. Ils m'ont quasiment jamais appelé, hein. Mais ça a sécurisé tout le système. Voilà. Et puis il y avait, maintenant il n'y a vraiment plus beaucoup de psychiatres, mais il y avait une astreinte, c'est-à-dire les équipes mobiles, elles pouvaient appeler un psychiatre du service à tout moment. Tout moment. Pas appeler le téléphone, parce que quand on est chez les gens et que ça ne va pas, il faut tout de même. Donc il faut le gérer quand même, hein. C'est tout de même pas si évident que ça. Et puis inclure des médiateurs de santé pair dans les équipes, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est hyper important. Ça change toute la pratique. Je crois que dans le secteur où je travaillais, il y en a 5 maintenant, 5 ou 6. Mais ça a changé l'optique des soins. Et je terminerai sur le fameux... Voilà, ça c'est tous les gens qui interviennent dans la ville d'une manière ou d'une autre pour la santé mentale. Donc on les a tous regroupés dans le conseil local. Et le conseil local nous donne aussi des indications sur la manière dont le secteur de psychiatrie est perçu. C'est-à-dire on modifie nos pratiques en tenant compte de ce que nous disent les élus qui représentent la population. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et le conseil local, ben lui, il fait le lien entre... Voilà, ça va jusque en bas de la pyramide. Parce que vous avez les représentants des usagers, des familles, de la population qui y sont, de tout le monde. Voilà. Alors que les équipes mobiles, c'était avant tout un système qui fait le lien entre les 3 niveaux de soins. Voilà. Là, on est plus large que le soin. On est dans l'inclusion, on est dans la prévention à l'école, la prévention du suicide, la promotion de la santé, enfin, vous avez tout là. Voilà, et donc je conclurai là-dessus. Il faut tout de même avoir aussi un CLSM qui marche dans vos... qui marche. Hein. Ça dépend tout de même des acteurs. Vous direz un peu tout. Voilà, les CLSM, c'est une approche de santé publique multisectorielle. Vous avez tout le monde. Vous allez avoir... Actuellement, il y a une épidémie de stress post-traumatique après Covid par rapport à l'emploi. Vous avez les dépressions au travail deviennent des accidents de travail. C'est un truc incroyable. Donc si vous n'avez pas un travail aussi avec les médecins du travail et les entreprises,
Bon, il faut y être, quoi. Donc, promouvoir les droits humains, donc pas d'isolement de contention, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Socialement inclusive, basée sur la participation de la cité, promouvoir l'empowerment et évaluer la satisfaction des citoyens par rapport au système. Voilà, donc je conclurai, j'espère que j'ai tenu mon temps, voilà, avec la fameuse, voilà, ne pas être partenaire, ne pas avoir de partenaire, mais être partenaire dans la communauté. C'est le meilleur moyen de développer aussi des équipes mobiles qui soient partie intégrante de la cité dans laquelle vous allez travailler. Alors, je vous remercie.